Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ. Aujourd'hui, je suis spécialement ravi de recevoir mon invité. Je précise que c'est la première fois que nous nous rencontrons. Et il y a quelques années, j'ai écouté jusqu'au vertige certaines de ses chansons, comme Sur une balançoire, Au nom de tout ce qui nous sépare, Nathalie Wood, j'en passe et des meilleurs. Autant de refrains qui nous ont enchantés, que nous avons tous toujours dans la tête et dans le cœur, comme dirait l'autre. Vous l'aurez compris, je ne boude pas mon plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Caplan. Bonjour Gilles, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Très bien. Alors Gilles, je vous appelle Gilles ou je vous appelle Valentine ? Parce que tout le monde vous appelle Valentine. C'est vous qui me donnez les règles du jeu. Mais pas du tout. Il y a plein de gens qui m'appellent Gilles. Ah bon, alors on regarde Gilles ou on passe à Valentine ? C'est comme vous voulez. Moi, les deux, ça va. Alors, pour nos auditeurs, on vous connaît sous le nom de Gilles Caplan. On va garder Gilles. Alors justement, comment Valentine est devenue Gilles Caplan ? Ce pseudonyme, il s'est trouvé comment ? En fait, je ne pouvais pas m'appeler Valentine parce qu'il y avait un chanteur qui sortait le même mois que moi son premier album qui s'appelait Valentin et qui était produit par Jay Alonski sur mon label Epic. D'accord. Donc Valentine. Il y avait Max et les Valentins aussi à l'époque. Il y avait Max, il y avait ça, on en avait partout. Hein. Et puis il y avait la chanson de Maurice Chevalier. Oui, avec alors le tout petit peloton Valentine. Oui, merci bien. Je suis bien au courant. Et puis il y avait la peinture Valentine aussi. Bien sûr. Donc vous étiez gâtés. Donc Gilles, alors pourquoi Gilles ? J-I-L. J-I-L. Je voulais un prénom court, fille, garçon. Voilà. Et puis c'est à l'époque mon producteur de l'époque, Jay, qui m'a dit mais t'as pensé à Gilles, alors à l'anglo-saxonne, un J, 2 L. Un prénom androgyne. Un prénom très androgyne et j'ai tout de suite adoré ce prénom parce que ça faisait comme une virgule, comme une apostrophe. Hey Gilles. Voilà. Court et efficace. Voilà, alors, comme un claquement de doigts. On est vraiment ravis de vous retrouver. Moi je vous dis, c'est la première fois, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours tellement je connais vos chansons. Le retour de Gilles Caplan, ce sera sur scène le 12 décembre prochain au Café de la Danse, une salle assez magique. Et puis en disque, c'est Sur les cendres danser, un nouvel album dont je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait, Animal, Animal. Tellement banal de se sentir mal dans ses sabots, lisser son pelage et cacher son âge, faire le cabot. Oh oh oh, au ras des pâquerettes, aller faire la fête, boire au ruisseau. Dormir en troupeau, sur la paille en berceau, sur le ventre ou sur le dos. Animal, le premier extrait de l'album Sur les cendres dansées, du nouvel album de Gilles Caplan. Gilles, qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années ? Alors lesquels ? Ces dernières années depuis le dernier album ? C'est ça, depuis le dernier album qui remonte le dernier 2017. album. 2017. C'est ça, il y a quelques bonnes 5 années. Il y a un bon quinquennat. Ouais. 6 ans même. 6 ans même. Ouais. J'ai fait beaucoup de scènes puisque je tournais avec un très grand guitariste de jazz manouche qui est Roman, qui est considéré peu comme l'héritier de Django Reinhardt. Bref, donc c'était un vrai plaisir de tourner avec lui. Après, il y a eu hélas le confinement. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière, en février 2022. Et puis ensuite... Et puis le temps d'écrire tous les textes de cet album. Voilà, et puis j'ai joué au théâtre aussi. J'ai joué 2 pièces de théâtre. D'accord. J'ai joué une pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Oui, parce que le public ne le sait pas vraiment. Les cours Florent, vous y avez donné quelques années de votre vie. Vous vouliez être comédienne au départ. Oui, absolument. Je voulais être comédienne. Et puis finalement, c'est vraiment la chanson qui l'a emportée. Je me suis sentie instantanément bien en chantant, mieux qu'en jouant. Et maintenant, j'arrive à prendre du plaisir aussi en jouant, quoi. J'ai joué aussi Le Dindon de Georges Feydeau. Dans un tout autre registre. C'était génial. Et puis le livre est sorti, j'ai fait des lectures musicales, beaucoup, et puis j'ai écrit ce disque et je l'ai enregistré avec Émilie Marche. Vous avez toujours continué à faire ce pourquoi vous étiez faite, c'est-à-dire donner du bonheur aux gens et être sur scène, quoi. Ah, j'ai donné du bonheur, j'espère. Oh, je pense, oui, je pense. En tout cas, pour moi, faire de la musique, surtout faire de la musique et écrire aussi, c'est un vrai partage pour moi. C'est quelque chose qui doit se partager.
Et là, franchement, le partage avec ce nouvel album sur les cendres dansées, j'ai eu le bonheur, via votre attaché de presse, l'excellent François Troller, qui m'a... J'ai dû payer de mon corps quand même pour avoir cet album. Et je l'ai écouté avec énormément de plaisir. Je voudrais qu'on fasse un tout petit voyage dans le passé. Autant de succès consécutifs signés de ces 4 albums que vous avez fait avec votre binôme de l'époque, Jay Alansky, un immense auteur-compositeur. Autant de succès consécutifs, vous étiez toute jeune. C'est dur à gérer ou pas ? C'est pas facile, mais on s'en aperçoit a posteriori, en fait. Sur le moment, on est tellement jeune qu'on est... Enfin, moi, j'avais 21 ans, donc je commençais vraiment ma vie d'adulte. Donc à peine 21, c'était le titre d'un de vos albums. Voilà. Donc ça s'inclut naturellement dans la vie. On se dit, tiens, c'est marrant, mais alors qu'est-ce que je vais faire comme métier plus tard quand je serai grande ? C'est un peu le truc, quoi. J'arrivais pas du tout à me projeter. Si on m'avait dit, tu vas voir, un jour, t'auras 50 ans, tu feras d'autres disques, j'aurais fait, non, c'est pas possible. Hein. Voilà. Et puis voilà. Mais c'est agréable et avec des choses plus désagréables aussi, parce que forcément, quand on passe beaucoup à la télé... on n'est pas vraiment nous-mêmes, quoi. On est une image, on est une espèce d'image, de marionnette de soi-même, quoi. Mais vous avez réussi quand même cet exploit qui consiste à perdurer, à passer cette période surmédiatisée, et comme vous le disiez tout à l'heure, à continuer à être au théâtre, à écrire des livres, à écrire vos chansons. Donc, parce que c'est ma vie, c'est mon désir aussi. Le métier d'artiste ne s'exerce pas que sous le feu des projecteurs à la télévision. Ah non, il s'exerce partout. Bien sûr. Vous en êtes la preuve. Bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que je jouais il n'y a pas longtemps au théâtre et je jouais le dindon. Mais il y a des gens qui viennent me voir et à la sortie qui me disent « Mais alors, Gilles Caplan, qu'est-ce que vous devenez ? On ne vous voit plus !» Et là, je fais quoi, là ? Mais alors, attendez, parce que là, vous venez de me voir sur scène. Vous voyez que... donc, dans la tête des gens, on ne vous voit plus. C'est vous n'existez plus. La télé, quoi. Bien sûr, vous n'existez plus, alors qu'il y a une vie, évidemment, après tout ça. Heureusement qu'il y a d'autres formes de spectateurs qui, justement, viennent voir que vous êtes toujours bien vivante bien pour sûr. leur plus grand plaisir. Mais ce qui était amusant, c'est que c'était pas du tout... ils voyaient pas le côté absurde de la phrase, quoi. Mais ça, je pense qu'on a tous des tonnes d'anecdotes. Ouais, vraiment, ouais. Gilles, je vous rappelle le principe de cette émission. Vous nous avez glissé à l'oreille, toujours via votre excellente attaché de presse, François Troller. À chaque fois que je le cite, il me paye, donc c'est pour ça. Vous avez eu la gentillesse de nous glisser 3 chansons, 3 refrains, qui ont spécialement compté dans votre existence. Et nous allons comme ça nous promener durant quelques instants ensemble, au gré de vos préférences musicales. Et la première chanson que vous avez choisi de nous faire écouter, c'est Marcia Baila d'Erita Mitsuko, une chanson donc, qui date de 1984. L'année où l'on découvre Catherine Ringer et Fred Chichin, ce formidable duo qui a un peu révolutionné l'esprit de la pop et du rock en France. Complètement. Chanson dédiée à une danseuse, Marcia Moreto, une danseuse argentine, une amie du couple, qui est décédée du cancer. Et les gens ont dansé durant un été entier sur un refrain qui disait « C'est la mort qui t'a assassiné, Marcia, c'est la mort qui t'a prise sous ton bras. » C'est formidable. C'est fou, hein. Cette chanson, quel lien vous avez avec elle ? C'est quasiment une des premières chansons vraiment rock à l'anglaise qui arrive sur... produite comme telle, d'ailleurs. Produite comme telle, qui est enregistrée avec un 4 pistes. On ne se rend pas compte aujourd'hui ce que c'est, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous des ordinateurs, les studios pour travailler. Il fallait qu'on aille dans un studio, ça coûtait cher, on n'avait pas beaucoup de temps. Là, ils font ça avec un petit magnéto-cassette dans leur cuisine. Et ça fait un hit incroyable, quoi. Après avoir fait plein de maquettes et même, je crois, un premier album qui était passé totalement en perte de profil. Totalement inaperçu, ouais. Et puis, il y a le clip, évidemment, qui est incroyable. On découvre, en plus, cette attitude complètement désinvolte et rock de Fred Chichin, la guitare au genou, qui a toujours l'air un peu ailleurs. Elle, qui est comme une Je crois qu'il était un petit peu ailleurs. Voilà, bon, bref. Elle, qui est comme une espèce de flamme. On sait qu'elle a été dans le X, ça fait mousser les imaginaires, ça fait exploser les codes. Elle harangue plus qu'elle ne parle. Elle est incroyable sur scène. Elle prend des mecs, elle les fait monter sur scène, elle les jette. C'est une femme absolument libre.
Totalement. Voilà, totalement. Qui se coupe les cheveux n'importe comment, qui enlève sa dent. Ou qui se la noircit. Elle a une attitude vraiment punk. Totalement. Voilà. Totalement. Elle ose sans les dire, elle ose être ordurière. Et ça, c'était extrêmement nouveau. Aucune femme n'osait le faire, quoi. Et justement, et la petite Valentine que vous étiez à l'époque, et quand vous voyez ça à la télévision, vous vous dites quoi ? Moi, je me dis, oh là là. C'est possible, mais surtout, jamais j'oserais. Comment on fait pour être aussi libre que ça ? Mais ça vous donne envie ? Ça vous ouvre des perspectives ? Alors, pas de noircir les dents ni rien, mais disons que ça donne une perspective de oui, c'est possible. C'est possible. Voilà, cette liberté-là est possible. Je le savais déjà, mais c'était plus avec des Anglaises, avec Susie and the Banshees, avec. Mais il n'y avait pas énormément de femmes déjantées comme ça, quoi. Il y avait la grande Nina Hagen. Nina Hagen, voilà. Mais pour autant d'hommes, combien de femmes ? Il y avait Brigitte Fontaine aussi, mais qui était beaucoup plus underground. Beaucoup plus marginal. Voilà, qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas Brigitte Fontaine. C'est quand elle chante « Je suis conne, je ne sais même pas jouer de guitare électrique ». C'est génial. Mais si, on la connaissait, alors pour les très vieux comme moi, on la connaissait de son duo avec Jacques Higelin. Oui, puis avec Jacques Higelin. Voilà, et avec Jacques Higelin, bien sûr. Areski, son compagnon, mais Higelin aussi. Mais bon, c'était pas aussi incroyable que... Puis c'était de ma génération. Enfin, elle est un peu plus vieille que moi, mais pas énormément, quoi. Je vous propose qu'on retourne, on aille faire un petit voyage dans le passé. Marcia Baila, le choix de Gilles Caplan dans les refrains de mon cœur, on l'écoute tout de suite. Marcia Baila, Lerita Mitsuko, le choix de Gilles Caplan dans les refrains de mon cœur. Ce qui est dingue, on en parlait pendant que nous écoutions aussi cette chanson, c'est un peu la marque de fabrique de Catherine Ringer d'avoir écrit des textes très très graves ou d'avoir interprété des textes, parce que l'autre chanson, Le Petit Train, je crois que c'est pas elle qui l'a écrite, quand elle chante Le Petit Train, qui est une chanson des années 50, qu'elle reprend et qu'elle dédie à son papa, le peintre Samuel Ringer, peintre juif déporté pendant la guerre, qui est revenu, elle dira toujours qu'il n'est pas revenu normal quoi, de ce petit voyage absolument dramatique. C'est le voyage au bout de l'enfer. Et donc en 1988, elle refera le même truc. Et les gens, sur ce petit train-train qui part dans la montagne et tout, ils danseront là-dessus, ils danseront la chenille alors qu'elle parle du train de la déportation. C'est un vrai talent d'arriver à faire passer des messages aussi forts sur des musiques aussi... C'est extraordinaire. Et là aussi, le clip du Petit Train, où ils sont habillés en hindou, ils dansent, c'est complètement absurde, quoi. C'est génial, c'est génial, il y a du génie là-dedans, quoi. Gilles, on va changer radicalement d'esthétique musicale avec votre second choix dans les refrains de votre cœur, avec une chanson dont vous m'avez dit en arrivant. Alors ça, c'est vraiment une chanson qui me tient à cœur. C'est Michel Jonas et les vacances au bord de la mer. Je crois qu'on est en 1976, 75 ou 76, 75. C'est l'album Changer tout. Et cette chanson, alors. À l'époque, Michel Jonas, il faut quand même toujours citer les auteurs et les compositeurs. Il n'est pas le seul auteur de cette chanson. Et le texte a été coécrit avec un grand auteur qui s'appelle Pierre Gross. Donc le texte est écrit à 4 mains. La musique est de Michel Jonas. On reconnaît la patte de Michel Jonas. Oui. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson ? C'est quoi votre histoire d'amour avec cette chanson ? Alors, rien que d'en parler, ça me donne déjà des frissons. Oui. Pour moi, c'est mon enfance, quoi. C'est voilà, quand on avait payé la location, on avait plus de sous, quoi. Il nous restait plus grand chose. Alors on allait regarder les bateaux. C'est vraiment mon enfance. Avec mes grands-parents, souvent on louait une petite maison et ma mère en Normandie, à Romanche ou même Cailleux sur les plages du Nord. Vous habitiez Paris à l'époque? J'habitais Paris.
Paris, ouais. Je suis parisienne. D'accord. Et voilà, c'était la location. On avait la location au bord de la mer pour donner du bon air à la gamine, quoi. Et la gamine en profitait. La gamine était trop contente, elle allait à la pêche à la crevette, elle vendait des coques qu'elle allait déterrer dans le sable. Et cette chanson, je l'ai connue, je pense, après sa sortie, alors que je me souviens très bien de Changer tout. J'adore la voix de Michel Jonas. Mais je l'adore, quoi. Je l'adore. Vous lui avez dit ça? Mais non. Parce qu'un des privilèges de ce métier, c'est qu'un matin, on rencontre sur un plateau de télévision ou sur une scène des gens qui nous ont fait rêver. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je connais son neveu, avec qui, Fabien Martin, avec qui j'ai fait un duo. Et je lui dis, mais Michel Jonas, tu le vois souvent? Il me fait, oui, quand même, c'est mon oncle. On va passer un message personnel. Fabien, si tu peux appeler ton oncle. Gilles Caplan souhaiterait chanter du Michel Jonas. Et si vous écrivez une chanson, est-ce que vous la prendriez? Vous qui écrivez vos textes. Je préfère un duo. Un duo. Mais Fabien, tu as entendu, elle préfère un duo. Un texte de Michel Jonas, je sais pas, ça peut pas se refuser, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pour moi, c'est. Mais même, je veux pas que tu t'en ailles. C'est une merveille. C'est une merveille, les wagonnets. Mais bon, c'est tellement beau, quoi. Bon, Fabien, si tu nous entends, tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Ce qui est le plus étonnant quand même là-dedans, c'est qu'à l'époque, quand cette chanson sort, et j'ai eu le bonheur d'en parler à plusieurs reprises avec lui, toutes ces chansons. Jusqu'Univers l'Uni, qui va être vraiment en 84 l'album de la consécration. Ça démarre avec Joueur de blues quelques années avant, mais toutes ces chansons-là, on les entend à la radio, mais ils vendent pas un caramel mou avec ça. C'est pas vrai, ils vendent pas ils vendent pas beaucoup. Et la maison de disques à l'époque, Bernard de Bosson le tient à bout de bras. Je connais bien Bernard de Bosson. En disant j'y crois, on insiste et on refait un album. Aujourd'hui, ce serait impossible. Ça. Impossible. Aujourd'hui, vous marchez tout de suite ou bien sûr. C'est star ou rien, quoi. Mais figurez-vous que tout ce qui nous sépare, quand c'est sorti, ça ne marchait pas du tout. Il a fallu 8 mois avant que ça fonctionne un peu. 8 mois. La personne qui tenait le label, Laurence Leny de Sony Music, disait on n'arrête pas, on continue. Les attachés de presse disent non mais ça personne n'en veut, tout ce qui nous sépare, voilà. Pourtant, comme quoi un petit peu de temps en temps d'entêtement ça paye. Mais oui. Une chanson en tout cas qui a merveilleusement traversé les époques. Michel Jonas, Les vacances au bord de la mer, le choix de Gilles Caplan dans les refrains de mon cœur, on l'écoute tout de suite. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux. Les vacances au bord de la mer, on y est, ça y est, on y est au bord de l'eau, grâce à Gilles Caplan. On vous sent ému, Gilles, en écoutant ça. La mélodie est incroyable, le texte est incroyable, sa voix est incroyable. C'est la manière dont il chante, dont il parle. Si vous n'écrivez pas un album après ça, je n'y comprends plus rien. Il y a beaucoup de chansons comme ça, il y a beaucoup de refrains qui vous ont aidé à vivre, qui vous ont aidé à traverser des périodes, qui vous ont accompagné comme ça. Plein. Je sais que l'album de Jean Ferrat qui chantait Aragon. Oui, il y en a eu plein où il chante Aragon. Et Que serais-je sans toi, l'album marron. Oui, d'accord. Bref. Un petit peu doré, l'album un petit peu doré, voilà. Je l'ai écouté, je peux pas vous dire. Je vois qu'on a des références. Des centaines de fois, quoi. Il me plongeait dans une espèce de spleen exalté, quoi. Tellement c'était beau, tellement. Et puis la voix de Jean Ferrat qui est un peu comme ça, un peu pesante et tout. Que serais-je sans toi, avec cette manière très française de parler. Mais ça me transportait complètement, quoi. Barbara aussi. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous aimez ces pères et ces fondateurs de la chanson, et ces fondatrices de la chanson française, mais vous, lorsque vous êtes arrivés dans votre façon d'interpréter, vous n'avez pas interprété de façon très française. Vous avez un petit peu décalé. Vous aviez une manière de rythmer les mots qui était vraiment à vous et qui était extrêmement anglo-saxonne, avec des mots très français. Ah, ça me fait plaisir ce que vous me dites. Vous pouvez pas savoir parce que. Non, mais c'est vrai. Mais parce que, en fait, mon oreille musicale, ça, c'est mon oreille sensible.
l'angle, le texte, l'adresse, l'interprétation. Je suis très sensible à ça, mais c'est ma sensibilité. En revanche, mon oreille musicale, qui est très basée sur le rythme, qui est très avec des phrases courtes, des choses comme ça, c'est très anglais. Quoi. Aussi, des façons décaler, voilà, de se décaler légèrement sur le temps, ça c'est très anglais. Et en fait, à partir de 14 ans, je ne vais pas dévoiler la suite, mais j'ai découvert David Bowie et ça a été une espèce de choc esthétique total, émotionnel, musical. Et du coup, mon oreille s'est faite vraiment avec de l'anglais. Mon oreille musicale. Et vous avez chanté comme sur les disques que vous écoutiez à l'époque. Bien sûr. Puis j'écoutais énormément de rock. J'allais voir énormément de concerts de rock. Mais à l'époque, pour les maisons de disques, à l'époque, en France, vous deviez être un genre d'ovni quand même, parce qu'on chantait pas comme ça. Et il y avait Dao qui avait un petit peu commencé à ça. Sans faire insulte à Étienne Dao, il chantait beaucoup moins que vous. C'était plus dit que chanté. Oui. Vous, c'était vraiment chanté avec une vraie voix. C'était vraiment timbré, mais c'était effectivement sur l'afterbeat tout le temps. Toujours, oui. Mais Bachung a souvent ça aussi, quoi. Vrai. Il a ce petit truc de décalage et tout. Ouais, mais c'est vrai. Alors, vrai. Je peux pas vous dire. Mais c'est votre truc à vous. C'est comme ça me vient comme ça. C'est votre carte d'identité sonore à vous. Vous en parliez à l'instant, on continue notre petit voyage, notre court voyage au pays de vos préférences musicales. David Bowie, 1969, Space Oddity. C'est quoi cette chanson pour vous ? C'est la révélation. Voilà. Donc jusqu'à présent, j'écoute les Beatles, j'adore les Pink Floyd, j'adore les Beach Boys. J'ai quand même beaucoup d'anglais et d'américains. Mais bon, voilà, C'est vos parents qui écoutiez ça à la maison ? Non, ça c'est moi. Moi, mes parents, c'était vraiment Brel, Brassens, les pères fondateurs Barbara, de la chanson française. Le Panthéon. Ferrat, voilà. Du sérieux, du lourd. Du sérieux, du lourd, exactement. Qui me pesait un peu quand même sur les épaules. Oui. Voilà. Puis le côté un peu rive gauche, vous voyez, un peu... misère. J'aime pas du tout ça, quoi. Et vous connaissez le sketch de Coluche ? Bien sûr. Misère. Bien sûr. Et il y a un texte aussi un sketch de Bénureau que j'adore. Oui. Alors lui, il me fait pleurer de rire. Il me fait pleurer de rire avec sa mèche. Nous étions des petits épiciers. Nous nous sommes rencontrés. Il est fou total. Je l'adore, Bénureau. Quel héros, quoi. David Bowie. Alors. Donc, je suis en Angleterre. Je suis dans un car devant. Je me mets devant parce que j'ai mal au cœur. J'ai 14 ans. Et au fond du bus, j'entends une chanson. C'est David Bowie, quoi. Space Oddity. Son premier vrai gros succès, parce que l'album d'avant, il était passé quand même à la trappe. Ouais. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est vraiment un orgasme auditif, quoi. Et un son nouveau, un son avec du stylophone. Du stylophone. C'est l'ancêtre du synthétiseur. Exactement. Et il pique ça à Marc Bolan de T-Rex, je crois. On l'écoute ? Ouais. C'est parti. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein Space Oddity, le choix de Gilles Caplan dans les refrains de Mon Cœur sur Radio J. Vous allez mettre du stylophone sur scène le 12 décembre prochain au Café de la Danse? Pas du tout. Non, ce sera vraiment beaucoup de guitare. Je suis avec Émilie March, évidemment, avec qui j'ai fait ce disque. Grand talent. Très beau son de guitare, superbe guitariste, très belle attitude, une femme de caractère. Oui, et de talent. Et avec un comparse qui s'appelle Sébastien Collinet, qui lui joue de tout, de la basse, de la guitare, il joue très bien de tout. On écoutera toutes les chansons de ce nouvel album ? Ah oui. Donc ça va être un super concert. Bah oui, puis des anciennes aussi. Il y aura toutes celles que nous avons aimées aussi. Mais oui, Frédéric. Bon, et vous savez quoi, je vous quitte et je vais aller prendre mes places tout de suite. Allez. Avant ça, une toute dernière question, Gilles, que je pose à tout le monde. Donc, je rappelle encore une fois l'actualité de Gilles Caplan sur les cendres dansées. Je ne le dis pas à chaque fois. On n'a pas l'habitude de faire de la langue de bois dans cette émission. Un superbe album. Je me suis vraiment régalé à l'écouter. Merci. Une scène, donc le 12 décembre prochain, au Café de la Danse, qui est une salle juste magique. Et puis, alors, une toute dernière question que je vous pose, que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour ? Que Gilles Caplan existe.
aux yeux de tous, finalement. Et que Gilles Caplan n'ait jamais empêché Valentine de vivre. Oui, et puis on m'a offert un métier, quoi. On m'a offert une passion, on m'a offert une révélation de moi-même, en fait. Mais vous le saviez quand même, quand vous étiez au cours Florent, et vous n'y étiez pas pour rien, vous vous rendiez bien compte que vous... Je ne savais pas du tout chanter. Je ne savais même pas que je pourrais chanter. Mais vous saviez transmettre des émotions. Et chanter, c'est quoi d'autre ? Mais oui, c'est parler en chantant. C'est interpréter. Ça, pour moi, c'est une petite différence. La technique, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Ce qui va compter, c'est la qualité de transmettre une émotion. Et j'ai l'impression que je le transmets mieux quand même en chantant que en jouant. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec le temps, est-ce que ce n'est pas un peu l'apanage de l'âge ? Est-ce qu'avec le temps, vous ne transmettez pas encore mieux ? Mais oui. Ayant vécu ce que vous avez vécu. Bien sûr. J'en ai davantage conscience. Je suis plus humble aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis plus petite que ce que je veux dire. Quand j'écris une chanson sur mon fils qui s'appelle Daron, c'est en toute humilité que je le fais et en toute sensibilité de voir mon fils qui grandit, qui s'éloigne et qui n'est plus ce petit enfant que j'avais bonheur à tenir, quoi. Parce qu'à un moment donné, votre enfant, il veut plus que vous lui fassiez des bisous. Il nous écoute, votre fils ? Non, je crois pas qu'il... Non. Et donnez-lui l'heure de Mais passage. il a écouté le morceau, bien sûr. D'accord. Il a écouté le morceau et il m'a dit « Maman, je suis trop fière. C'est la première fois qu'on écrit un morceau pour moi et sur moi. » Écoutez, j'ai trouvé ça trop mignon. Rendre fier votre gosse, c'est quand même peut-être déjà un superbe cadeau, ça. Bah ouais, bien sûr. Puis après, il m'a dit « Elle est trop cool, ta chanson, on dirait du Bob Dylan. » Parce qu'en plus, il a bon goût. C'est un compliment, ça. Mais c'est un compliment, un grand compliment. Gilles, on vous donne rendez-vous le 12 décembre prochain. On sera là sur scène. Et puis en attendant, allez réécouter les anciennes chansons de Gilles Caplan. Allez surtout découvrir ce nouvel album Sur les cendres dansées. Merci Gilles, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Un grand plaisir partagé. Merci, au revoir. Au revoir.